La matinée était claire au-dessus de la mer des Philippines. Ce détail importait plus que la plupart des gens ne le comprennent aujourd'hui. Le 19 juin 1944, quelque part à l'ouest des îles Mariannes, à une altitude d'environ 6100 mètres, un aviateur naval japonais nommé Sakai Mitsuo, pilotant un Mitsubishi A6M50 depuis le porte-avions Taiho, prit une décision tactique qui avait servi les aviateurs de la marine impériale japonaise pendant la majeure partie de ces 3 dernières années. Il vit des chasseurs américains grimper vers sa formation par le bas. Et il fit ce que tout pilote japonais formé à la doctrine du service aérien de la marine impériale avait appris à faire depuis 1941. Il s'engagea dans un virage en montée raide pour obtenir l'avantage de l'altitude. Le zéro, le savait-il avec la certitude de 3 ans d'expérience au combat, pouvait surpasser en montée tout ce que les Américains avaient-ils pu amener dans le Pacifique. Il avait personnellement vu des Wildcats décrocher en dessous de lui à la mer de Corail. Il avait vu des P-39 et des P-40 lutter pour le suivre à la verticale à Rabaul. La montée était le domaine de prédilection du zéro. La montée était l'endroit où les aviateurs japonais avaient tué des Américains par centaines. Sakai tira sur le manche. Il regarda sa vitesse anémométrique se transformer en énergie verticale. Il regarda par-dessus son épaule, s'attendant à voir les chasseurs américains décrocher en dessous de lui, comme tous les chasseurs américains précédents avaient décroché. Le chasseur américain ne décrochait pas. Le chasseur américain, une machine trapue, aux ailes larges et d'une laideur brutale qu'il n'avait jamais vue au combat auparavant, grimpait avec lui, égalant son taux de montée mètre par mètre, puis il grimpa plus vite, puis il se retrouva au-dessus de lui. Et c'est alors que les projectiles de calibre .50 commencèrent à arriver. Sakai Mitsuo ne survécut pas à cet engagement. La majeure partie de la formation qu'il dirigeait non plus. Au coucher du soleil, ce 19 juin 1944, la marine impériale japonaise allait perdre plus de 300 appareils en une seule journée. Une catastrophe que les aviateurs américains nommeraient, avec la cruauté désinvolte, des hommes qui détenaient enfin les meilleures cartes, le grand tir au pigeon des Mariannes, The Great Marianas Turkey Shoot. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans le ciel de la mer des Philippines ce matin-là, il faut comprendre ce que les pilotes japonais dans ces cockpits de zéro pensaient savoir. Parce que pendant 3 ans, ce qu'ils savaient avait été exact. Le zéro avait été le chasseur embarqué le plus mortel au monde. Les Américains n'avaient rien construit qui pouvait le toucher dans un combat en montée. La doctrine de l'aviation navale japonaise avait été bâtie autour d'une certitude absolue. Nous montons. Il meurt. Ce qui changea n'était pas la doctrine japonaise. Ce qui changea, c'est que de l'autre côté du Pacifique, dans une usine de Bethpage, à New York, une équipe d'ingénieurs de Grumman Aircraft avait passé 2 ans à construire la réponse. Et le matin du 19 juin 1944, chaque pilote japonais en vol découvrit ce qu'était la réponse au même instant. Maintenant, posez-vous la question évidente. Comment ? Car voici ce qui différencie le Hellcat de tous les autres chasseurs américains qui l'ont précédé dans le Pacifique. Il ne s'est pas contenté d'égaler le zéro. Il a chassé le zéro dans la dimension même que les pilotes japonais croyaient être la leur, et la leur seule. Il montait mieux, il montait plus vite, et chaque supposition que 3 ans de combat aérien dans le Pacifique avait martelé dans l'aviation navale japonaise s'effondra dans le temps qu'il faut à un pilote de chasse pour regarder par-dessus son épaule. Mais pour comprendre comment Grumman a construit la machine qui a brisé le zéro, il faut d'abord comprendre ce qu'était réellement le zéro et ce qu'il avait fait à l'aviation américaine au cours des 18 mois qui ont suivi Pearl Harbor. En décembre 1941, le Mitsubishi A6M0 était, de l'avis de tout observateur honnête, le meilleur avion de chasse embarqué au monde. Cette phrase est difficile à accepter pour certains lecteurs 70 ans plus tard, car l'issue finale de la guerre du Pacifique a rétroactivement teinté la façon dont on se souvient du zéro du début de la guerre. Mais les données techniques sont sans ambiguïté. Lorsque les zéros japonais sont apparus au-dessus de Pearl Harbor, le matin du 7 décembre 1941, ils représentaient un saut générationnel
au-delà de ce que l'US Navy faisait décoller des ponts de ses porte-avions. Le Zéro pouvait monter à 6100 mètres en environ 7 minutes. Son autonomie maximale avec un réservoir largable dépassait les 3050 km, un chiffre tellement au-delà de ce que les concepteurs de chasseurs américains croyaient possible que lorsque les rapports de renseignement le décrivirent pour la première fois, les analystes de la Navy supposèrent que les rapports étaient erronés. Son rayon de braquage aux vitesses de combat était plus serré que celui de n'importe quel chasseur américain, alors en service. Et pas qu'un peu. Le Zéro pouvait effectuer un virage horizontal à 360 degrés, alors qu'un Wildcat américain n'était encore qu'aux 2/3 du même cercle. Surtout, le Zéro montait. Dans le plan vertical, le Zéro appartenait à une catégorie d'avions différente du Grumman F-4F Wildcat, qui constituait l'intégralité de l'inventaire des chasseurs de l'US Navy en décembre 1941. Un Wildcat qui tentait de suivre un Zéro dans un virage en montée était un Wildcat mort. Le Zéro gagnait de l'altitude plus vite, arrivait au sommet de la montée avec de l'énergie à revendre et convertissait cette énergie en une attaque en piqué sur le pilote américain qui avait bêtement tenté de le suivre. L'homme responsable de cet appareil était Horikoshi Jiro, l'ingénieur en chef chez Mitsubishi, dont le nom a sa place dans tout récit honnête de l'ingénierie aéronautique du XXe siècle, aux côtés de Reginald Mitchell et Kelly Johnson. Horikoshi avait atteint les performances extraordinaires du Zéro, grâce à une philosophie de conception visant la minimisation absolue du poids. Le Zéro était léger parce que chaque composant avait été conçu pour être aussi léger qu'il pouvait l'être tout en fonctionnant. La cellule utilisait un alliage d'aluminium alors expérimental appelé Extra Super Duralumine, qui était plus léger et plus résistant que n'importe quel métal structurel alors utilisé par les Américains. Le pilote était assis dans un siège non blindé. Les réservoirs de carburant n'étaient pas auto-obturants. Il n'y avait pas de plaque de blindage derrière le cockpit. Chaque kilogramme que le Zéro ne transportait pas était un kilogramme qu'il n'avait pas à soulever. Le résultat fut un appareil qui se comportait en 1941 comme un avion de 1944. Le prix à payer, qu'Horikoshi comprenait, mais que son client, la marine impériale japonaise, choisit d'accepter, était que le Zéro était extraordinairement vulnérable lorsqu'il était touché. Un seul projectile de calibre .50 dans le réservoir de carburant non protégé pouvait transformer un Zéro en une boule de feu. Une rafale dans le cockpit tuait le pilote instantanément. Le Zéro était une épée sans bouclier. Entre les mains des pilotes hautement qualifiés que la marine impériale japonaise, alignée en 1941 et 1942, l'épée suffisait. Pendant les 18 premiers mois de la guerre du Pacifique, le Zéro régna sur le ciel. Les aviateurs navals japonais pilotant des Zéros détruisirent des avions américains, britanniques et hollandais depuis Pearl Harbor jusqu'à Ceylan et la mer de Corail, avec un ratio de victoire qui approchait les 6 contre 1. La réponse américaine, le Grumman F-4F Wildcat, était un appareil plus lent, moins manœuvrable et moins performant en montée, qui ne survécut dans le Pacifique que parce que des pilotes américains comme John Thatch développèrent des tactiques défensives, la fameuse passe de Thatch, Tack-Weave, qui permettait à 2 Wildcats travaillant ensemble de neutraliser la supériorité individuelle du Zéro. Le Wildcat ne battait pas le Zéro. Le Wildcat survivait au Zéro grâce au travail d'équipe et à la volonté de ses pilotes de mourir à des taux moins ruineux qu'ils ne l'auraient fait autrement. Ce dont l'US Navy avait besoin au milieu de l'année 1942, ce n'était pas de meilleure tactique, c'était d'un meilleur avion. Un avion qui n'exigeait pas de ses pilotes qu'ils inventent une géométrie défensive pour compenser les faiblesses de la machine qu'ils pilotaient. Un avion qui pouvait affronter le Zéro selon les termes préférés du Zéro, en montée et gagner. Et à l'été 1942, au sein de la Grumman Aircraft Engineering Corporation à Bethpage, Long Island, le travail pour construire exactement cet avion était déjà en cours.
Mais les ingénieurs de Grumman ne savaient presque pas encore tout ce qu'ils devaient en savoir. Ils avaient des spécifications, ils avaient des objectifs de performance, ils avaient un concept de cellule de base. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était la réponse à une question qui déterminerait si le nouveau chasseur serait une amélioration marginale ou un saut générationnel. Et cette question allait trouver sa réponse par accident, grâce à un pilote japonais qui survécut à un crash dans les îles Aléoutiennes en juin 1942. Son nom était Koga Tadayoshi. Son zéro était presque complètement intact. Et ce que les ingénieurs américains en apprirent allait changer la guerre. Le 4 juin 1942, le jour même où, à pile 600 km plus au sud, des bombardiers en piqué américains coulaient 4 porte-avions japonais à Midway, une force de frappe japonaise attaquait la base américaine de Dutch Harbor dans les îles Aléoutiennes. Parmi les pilotes de zéro de cette force se trouvait le second maître Koga Tadayoshi, 19 ans, pilotant un A6M2 depuis le porte-avions Ryujo. Pendant l'attaque, le zéro de Koga fut touché par des tirs au sol des défenseurs américains. Une conduite d'huile fut sectionnée. Le moteur commença à lâcher. Koga, suivant la procédure navale japonaise standard, se détacha de la formation et tenta de rejoindre un site d'atterrissage d'urgence désigné sur l'île d'Akutan, un morceau de roche volcanique stérile et inhabité où des sous-marins japonais se tenaient prêts à récupérer les aviateurs abattus. Koga atteignit Akutan. Ce qui ressemblait depuis les airs à une prairie verte et plate s'avéra être un marécage. Lorsque son train d'atterrissage toucha la surface, les roues s'enfoncèrent. Le zéro bascula vers l'avant sur le nez et Koga, dont le siège n'avait pas de blindage et dont le harnais était insuffisant pour retenir un impact frontal violent, se brisa le cou contre le collimateur. Il mourut instantanément. Le zéro, cependant, était presque complètement intact. Inversé, partiellement enterré dans le marécage, mais structurellement indemne. Pendant 5 semaines, le zéro resta là. Les sous-marins japonais qui devaient récupérer Koga ne purent le trouver. Puis, le 10 juillet 1942, un PBY Catalina de l'US Navy en patrouille de routine repéra le zéro retourné depuis les airs. En l'espace d'une semaine, une équipe de récupération de la Navy se trouvait sur l'île d'Akutan, extrayant avec précaution ce que chaque ingénieur aéronautique américain du théâtre du Pacifique désespérait d'examiner depuis 6 mois. Un Mitsubishi A6M0 en état de vol et presque intact. Le zéro d'Akutan fut expédié à la base aéronavale de North Island, près de San Diego. Il fut réparé, remis en état de vol, puis méthodiquement testé en vol par des pilotes de la Navy américaine tout au long de l'automne 1942. Chaque caractéristique de performance fut mesurée. Chaque enveloppe de vol explorée, chaque limite identifiée. Ce que les pilotes d'essais américains découvrirent était extraordinaire, mais pas de la manière dont la légende s'en souvint plus tard. Le zéro était, comme on le craignait, un combattant tournoyant exceptionnel. Il grimpait mieux et tournait plus serré que n'importe quel chasseur américain alors en service, exactement comme les rapports de combat l'avaient suggéré. Mais le zéro avait aussi des faiblesses que le combat n'avait pas pleinement révélées. À des vitesses anémométriques supérieures à environ 480 km/h, les gouvernes du zéro devenaient extrêmement lourdes. L'appareil qui tournait si magnifiquement à 320 km/h devenait progressivement plus réticent à manœuvrer à mesure que la vitesse augmentait. Au-delà de 560 km/h, les ailerons étaient si lourds que faire rouler l'avion exigeait une force que la plupart des pilotes ne pouvaient pas maintenir. Le zéro n'avait pas non plus de puissance à revendre en piqué. Sa construction légère signifiait que dans tout piqué prolongé à grande vitesse, la cellule approchait ses limites structurelles plus rapidement qu'un chasseur américain plus lourd ne le ferait. Un zéro en piqué pouvait être rattrapé par un chasseur américain en piqué, et un zéro en piqué ne pouvait pas facilement s'échapper par la manœuvre, car aux vitesses de piqué, les commandes devenaient rigides comme du bois.
les implications pour la conception des chasseurs américains étaient au profondes. Le zéro ne pouvait pas être vaincu dans le régime où il était le plus fort, le virage en montée à basse vitesse. Mais le zéro pouvait être vaincu dans le régime où il était le plus faible, le piqué à grande vitesse et la manœuvre à grande vitesse. Ce dont les concepteurs américains avaient eu besoin, c'était d'un chasseur capable d'entrer et de sortir d'un combat à des vitesses que le zéro ne pouvait pas égaler, de dicter l'engagement selon ses propres termes et de refuser d'être entraîné dans le combat tournoyant à basse vitesse où les pilotes japonais voulaient combattre. Les données du zéro d'Akutan allèrent chez Grumman. Les ingénieurs de Bethpage les assimilèrent. Ils construisaient déjà le F6F Hellcat, un appareil dont les travaux de conception avaient commencé en 1941 en tant que remplaçant amélioré du Wildcat. La spécification d'origine demandait un Wildcat amélioré, un moteur plus puissant, de meilleure performance, mais reconnaissable à la même philosophie. Les données d'Akutan changèrent la donne. Le Hellcat fut redessiné autour de cette nouvelle compréhension. Plus de puissance, plus de poids, accepté comme un compromis. Un blindage plus lourd. Des réservoirs auto-obturants. Et surtout, une aile beaucoup plus grande, optimisée pour les performances à haute altitude et la montée dans le régime où le zéro aurait à opérer contre lui. Le résultat fut un appareil qui, sur le papier, ne ressemblait en rien à la réponse au zéro. Le Hellcat pesait presque le double du poids d'un zéro. Il était plus grand, plus large, plus laid. Il avait une section transversale en forme de porte de grange que les aérodynamiciens trouvaient disgracieuse. Les pilotes américains qui virent pour la première fois le F6F sur les terrains d'entraînement l'appelèrent le réservoir d'aluminium. Rien dans le Hellcat ne suggérait que cet appareil surclasserait un zéro en montée. Le zéro était un pur sang. Le Hellcat était un cheval de trait. Ce que les ingénieurs de Grumman comprenaient, et ce qu'aucun pilote japonais ne découvrirait avant que le Hellcat n'apparaisse au combat, c'était que le cheval de trait avait été construit autour d'un moteur qui changeait entièrement l'équation. Le Pratt & Whitney R1800 Double Wasp. 18 cylindres, 2000 chevaux. Le moteur d'avion opérationnel le plus puissant au monde en 1943. Et un Hellcat doté de 2000 chevaux pouvait faire quelque chose à quoi personne dans la marine impériale japonaise ne s'était préparé. Il pouvait soulever son propre poids considérable à la verticale, à un taux qui égalait le zéro. Non pas parce que la cellule était légère, mais parce que le moteur avait la force brute pour rendre le poids non pertinent. Le Hellcat pouvait monter à environ 1065 mètres par minute. Le A6M50, la variante en service au milieu de l'année 1944, pouvait monter à environ 945 mètres par minute. La différence n'était pas énorme en termes absolus, mais elle était décisive en termes tactiques. Le Hellcat pouvait égaler le zéro en montée et le Hellcat pouvait le dépasser. Chaque pilote japonais qui s'engagerait dans une échappatoire en montée pendant la seconde moitié de 1943 et la première moitié de 1944 le découvrirait par lui-même, généralement une seule fois. Les premiers F6F Hellcat atteignirent les escadrons opérationnels au début de l'année 1943. À l'automne de cette année-là, ils décollaient des ponts des nouveaux porte-avions de la classe Essex qui arrivaient dans le Pacifique à un rythme que la marine japonaise ne pouvait pas égaler. La contre-offensive américaine à travers le Pacifique central commençait. Et le service aérien de la marine impériale japonaise était sur le point de rencontrer un appareil qui ne se comporterait pas selon les règles qu'ils avaient appris à appliquer contre chaque chasseur américain auquel ils avaient été confrontés auparavant. Le choc ne viendrait pas d'un coup. Il viendrait lors d'engagements dispersés au-dessus des îles Gilbert, des Marshall, de Truk, de Rabaul, s'accumulant en un schéma que les pilotes des escadrons de première ligne reconnurent bien avant que le quartier général naval japonais à Tokyo ne veuille accepter ce que cela signifiait. Le chasseur qui ne pouvait pas être battu en montée
était en train d'être battu en montée. Et les hommes qui le savaient le mieux étaient les aviateurs japonais survivants qui revenaient de chaque engagement avec moins d'équipiers qu'ils n'en avaient au décollage. Il y a un détail dans l'histoire de la défaite du Zéro que presque tous les récits populaires omettent, et il importe plus que l'ingénierie. Le service aérien de la marine impériale japonaise en juin 1944 n'était pas le même service aérien que celui qui avait volé contre les Américains à la mer de Corail et à Midway en 1942. Les appareils étaient globalement similaires. Les pilotes ne l'étaient pas. En décembre 1941, l'aviation navale japonaise représentait sans doute la force de pilotes de porte-avions la plus hautement qualifiée au monde. Le programme d'entraînement standard d'avant-guerre pour un pilote de chasse de la marine impériale totalisait environ 700 heures de vol avant que le pilote ne soit considéré comme prêt au combat, avec des mois supplémentaires d'entraînement au sein de l'unité par la suite. Les pilotes de porte-avions japonais arrivant sur la ligne de front en 1941 avaient souvent accumulé plus de 1000 heures de vol. Ils étaient, individuellement, les meilleurs aviateurs navals de la planète. Puis ils commencèrent à mourir. Entre décembre 1941 et décembre 1942, le service aérien de la marine impériale japonaise perdit un pourcentage substantiel de ses équipages formés avant-guerre. À la mer de Corail, à Midway, dans les longs combats d'usure au-dessus de Guadalcanal et des îles Salomon tout au long de la seconde moitié de 1942, ces hommes irremplaçables, les chefs d'escadrille qui s'étaient entraînés pendant des années, qui avaient pratiqué les appontages jusqu'à ce que la manœuvre devienne un réflexe moteur, qui pouvaient lire un combat dans le ciel comme un maître d'échecs lit un échiquier, ces hommes étaient des cas tués à un rythme que les filières de formation japonaises ne pouvaient pas compenser. Les pertes de pilotes américains au cours de la même période étaient comparables en chiffres bruts, mais le système de remplacement américain était structuré pour absorber les pertes. Les filières de formation américaines se développaient de manière exponentielle. En 1944, les États-Unis produisaient des aviateurs navals prêts au combat à un rythme qui dépassait de loin les pertes matérielles et humaines, et ils les produisaient avec un entraînement adéquat. Le système américain se constituait une réserve de pilotes de plus en plus profonde chaque mois. Le système japonais ne le faisait pas. Au milieu de l'année 1943, le temps d'instruction japonais pour les nouveaux aviateurs navals avait été comprimé à moins de la moitié de la norme d'avant-guerre. Au début de 1944, les nouveaux pilotes de porte-avions japonais arrivaient dans les escadrilles de première ligne avec un nombre d'heures de vol se comptant en petites centaines plutôt qu'en précieuses centaines. Ils pouvaient piloter le Zéro. Ils pouvaient décoller et apponter depuis un porte-avions par beau temps. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était se battre comme leurs prédécesseurs s'étaient battus. Les tactiques de combat qui avaient rendu le Zéro mortel en 1942, le virage en montée à basse vitesse, le yo-yo haut, la gestion de l'énergie qui consistait à savoir le moment précis pour convertir la vitesse en altitude et l'altitude en vitesse, exigeaient une habileté de pilotage qui demandait des centaines d'heures à développer. Un pilote avec 200 heures de vol sur un Zéro ne pouvait pas exécuter ces tactiques. Il pouvait faire voler l'avion. Il ne pouvait pas extraire de l'appareil les performances qui avaient fait du Zéro ce qu'il avait été. En juin 1944, lorsque la flotte américaine apparut au large des Mariannes pour soutenir l'invasion de Saipan, les groupes aériens embarqués de la marine impériale japonaise n'étaient en plus qu'une coquille vide de ce qu'ils étaient 2 ans auparavant. Les pilotes que l'amiral Ozawa Jisaburo pouvait envoyer dans les airs contre la flotte américaine ce matin-là étaient, en moyenne, sous-entraînés, inexpérimentés et utilisaient un appareil, le A6M5, qui n'avait reçu que des améliorations de performance marginales depuis 1942, alors que les Hellcat américains avaient été continuellement perfectionnés. L'engagement qui suivit a été décrit dans de nombreuses histoires. Les chiffres racontent le récit de façon concise. Le 19 juin 1944, les appareils japonais basés sur porte-avions et à terre lancèrent des vagues d'attaques répétées contre la 5e flotte américaine qui couvrait les débarquements de Saipan.
Les Hellcat américains des porte-avions Lexington, Yorktown, Enterprise, Essex, Hornet et d'autres les interceptèrent. À la fin de la journée, la marine impériale japonaise avait perdu environ 350 avions. Les pertes américaines s'élevaient à environ 30 appareils. Le ratio de victoire dépassait les 10 contre 1. Les pertes d'équipage japonais furent catastrophiques et impossibles à remplacer dans un calendrier raisonnable. Mais les récits opérationnels comprimant la réalité humaine. Imaginez-vous être un pilote japonais dans le cockpit d'un Zéro ce matin-là. On vous a dit que le Hellcat est lourd et lent. On vous a dit que le Zéro conserve son avantage en montée. On vous a dit qu'avec de la surprise et du savoir-faire, vous pouvez engager le combat et vous désengager à volonté. Vous vous lancez dans un virage en montée pour tirer parti de ce que l'on vous a appris à considérer comme la force imbattable de votre appareil. Et le chasseur américain, la machine hideuse aux ailes larges, dont on vous a dit que vous pouviez la surpasser en montée, grimpe avec vous. Puis il grimpa au-dessus de vous. Puis il vous tire dessus depuis une position de supériorité énergétique que votre appareil n'est pas censé permettre. Le lieutenant Sakai Saburo, le légendaire as japonais qui avait survécu au début de la guerre du Pacifique et qui était en 1944 l'un des pilotes de chasse les plus expérimentés de la marine impériale, rencontra des Hellcat au-dessus d'Iwo Jima plus tard cet été-là. Dans ses mémoires d'après-guerre, il a décrit ce moment de prise de conscience avec une précision qui saisit ce que chaque pilote japonais ayant survécu à la rencontre a compris. Le chasseur américain, écrivait-il, ne jouait pas au jeu pour lequel son propre chasseur avait été conçu. Le chasseur américain jouait à un jeu entièrement différent, et les règles de ce jeu favorisèrent l'américain. Sakai survécut. La plupart de ses contemporains ne le firent pas. À l'automne 1944, le noyau expérimenté de l'aviation navale impériale japonaise, qui avait commencé la guerre comme la meilleure force aérienne embarquée au monde, avait été en grande partie détruit. Le Hellcat n'avait pas tout fait tout seul. Les Wildcats, les corsaires américains et la pression d'usure de 3 ans de combat dans le Pacifique avaient également fait leur part. En revanche, le Hellcat en 1943 et 1944 avait été le principal instrument de cette destruction et la montée que les Japonais croyaient être leur domaine était devenue leur cimetière. Si vous avez un grand-père ou un arrière-grand-père qui a volé sur le théâtre du Pacifique, dans une escadrille de Hellcat, dans une escadrille de Wildcat à Midway, ou dans l'un des groupes aériens embarqués qui ont mené la guerre du Pacifique depuis les jours désespérés de 1942 jusqu'au ciel des Mariannes, je serais honoré d'en entendre parler dans les commentaires. Quel porte-avions? Quelle escadrille? Que vous ont-ils dit sur l'avion et que vous ont-ils dit sur les hommes qui ne sont pas revenus à la maison? Ces souvenirs vivent dans les archives familiales et nulle part ailleurs, et ils valent plus que tout ce qui se trouve dans n'importe quelle archive. Il y a un dernier détail dans l'histoire du F-6F Hellcat qui mérite d'être examiné honnêtement, car il témoigne de quelque chose de plus grand sur la façon dont les guerres sont réellement gagnées. Le Hellcat n'était pas un bel avion. Ce n'était pas un avion élégant. Ce n'était pas, au sens technique, un appareil raffiné ou subtil. Le Hellcat était, par une conception délibérée, la réponse à un problème spécifique résolu avec les ressources spécifiques que les États-Unis possédaient en abondance. Les États-Unis avaient accès à du carburant d'aviation à haut indice d'octane dans des quantités dont le Japon ne pouvait que rêver. Le moteur Pratt & Whitney du Hellcat était optimisé pour extraire les performances maximales d'un carburant à 100 d'octane, le carburant d'aviation standard américain de la guerre, qui fournissait considérablement plus de puissance que les carburants à plus faible indice d'octane disponibles pour les avions japonais. Les États-Unis avaient accès à de vastes quantités d'aluminium, de fer et de caoutchouc. Le Hellcat fut construit lourd parce que les matériaux étaient disponibles et parce que ce poids permettait d'intégrer un blindage, des réservoirs auto-obturants et une redondance structurelle qui gardait les pilotes américains en vie. Les États-Unis avaient une capacité de formation des pilotes
qui pouvait produire des aviateurs prêts au combat dans des nombres que la marine impériale japonaise ne pouvait pas approcher. Le Hellcat était conçu pour être relativement indulgent à piloter, pour pouvoir être récupéré lors de pertes de contrôle en vol qui auraient tué un pilote moins expérimenté dans un appareil moins tolérant, et pour être entretenu par des mécaniciens qui avaient eux-mêmes été formés dans des programmes de guerre comprimés. Le Hellcat était, en d'autres termes, un avion conçu pour les conditions réelles de la guerre que les États-Unis menaient, et non pour la beauté abstraite d'un avion conçu indépendamment de ces conditions. À la fin de la guerre, les F-6F Hellcat furent crédités de la destruction d'environ 5200 avions ennemis en combat aérien, le total le plus élevé de tous les types de chasseurs américains de la guerre. Le ratio victoire-succès-perte du Hellcat en combat aérien contre les appareils japonais était d'environ 19 contre 1, un chiffre si disproportionné que certains historiens ont passé des décennies à essayer de le nuancer. Les nuances ont du mérite. Les pilotes américains étaient mieux entraînés, plus nombreux et opéraient avec un meilleur carburant et un meilleur guidage radar. Les pilotes japonais étaient sous-entraînés, épuisés et de plus en plus contraints à des tactiques désespérées qui les exposaient à la puissance de feu américaine d'une manière que les pilotes japonais d'avant-guerre n'auraient jamais acceptée. Toutes ces nuances sont vraies. Aucune d'elles ne change le verdict fondamental. Le Hellcat fut l'avion qui brisa l'aviation navale impériale japonaise dans les airs. Il le fit non pas en étant le chasseur le plus raffiné de la guerre, mais en étant le bon chasseur construit dans les bons nombres au bon moment, avec la bonne combinaison de caractéristiques pour les conditions dans lesquelles il allait devoir se battre. Voici maintenant le verdict technique, car c'est là le véritable sujet de l'histoire du Hellcat, et ce n'est pas l'histoire que la plupart des gens racontent. La version populaire de cette campagne est une histoire de supériorité industrielle américaine. Une histoire racontant comment les usines américaines ont dépassé en production les usines japonaises et submergé la marine impériale par le simple nombre. Ce cadrage est partiellement vrai, mais il passe à côté de la leçon la plus durable. Ce que les ingénieurs de Grumman ont fait entre 1941 et 1943 était quelque chose de plus rigoureux que de simplement construire plus d'avions. Ils ont lu chaque information que la guerre leur donnait. Le zéro d'Akutan leur a dit ce que le chasseur japonais pouvait et ne pouvait pas faire. Les rapports de combat du Pacifique leur ont dit ce dont leurs propres pilotes avaient besoin pour survivre. Les caractéristiques de performance du nouveau Pratt & Whitney R 2800 leur ont dit ce qui était possible s'ils acceptaient la pénalité de poids d'une cellule plus grande. La base industrielle américaine leur a indiqué sur quels matériaux et sur quel volume de production ils pouvaient planifier leur travail. Chaque donnée a réorienté la conception vers un appareil dont personne en 1940 n'aurait prédit qu'il vaincrait le zéro. Le Hellcat ne ressemblait pas à un tueur de zéro. Il ressemblait à une machine lourde, laide et de force brute. Pourtant, le Hellcat avait été développé pour gagner le combat spécifique qui allait réellement être mené dans le Pacifique en 1943 et 1944 contre un ennemi dont les forces et les faiblesses des appareils étaient connues, avec des pilotes américains dont les caractéristiques de la filière de formation étaient inconnues, dans des conditions que le renseignement américain avait raisonnablement prévues. Le zéro en 1944 restait, de bien des manières mesurables, un avion plus élégant que le Hellcat. Il était plus léger. Il tournait plus serré à basse vitesse. Il avait une plus grande autonomie. La philosophie de conception d'origine de Horikoshi Jiro était, dans l'abstrait, plus sophistiquée que ce que Grumman avait produit à Bethpage. Mais l'élégance n'est pas la victoire. Le Hellcat avait été conçu pour gagner le combat réel, pas pour être l'avion le plus raffiné de sa génération. Et dans le combat réel, le Hellcat gagna. Il y a là une leçon qui s'étend bien au-delà de juin 1944 et bien au-delà du Pacifique. Le camp qui construit pour la guerre qu'il va réellement mener, avec des informations honnêtes sur son ennemi,
et des informations honnêtes sur lui-même, bat le camp qui construit pour une version idéalisée de la guerre qu'il préférerait mener. L'aviation navale impériale japonaise est entrée en guerre avec un appareil optimisé pour une campagne courte et décisive contre les forces alliées d'avant-guerre. L'aviation navale américaine est entrée en guerre avec du retard, a appris de ses premières défaites et a construit un appareil optimisé pour une longue campagne d'usure contre l'ennemi qu'elle avait réellement rencontré. Le Hellcat était l'incarnation physique de cet apprentissage. Les pilotes japonais qui se lancèrent dans des virages en montée au-dessus de la mer des Philippines, le matin du 19 juin 1944, opéraient à partir d'un ensemble de connaissances tactiques qui avaient été correctes en 1942 et qui ne l'étaient plus en 1944. Le choc qu'ils ressentirent lorsque le chasseur américain monta avec eux n'était pas seulement le choc d'une capacité ennemie inattendue. C'était le choc de découvrir que les hypothèses sur lesquelles toute leur doctrine de combat avait été bâtie étaient obsolètes et que les hommes qui avaient construit le nouvel avion américain réfléchissaient à ce moment précis depuis 2 ans. Le zéro avait été le dieu qui régnait sur le ciel. Le Hellcat était la réponse qui avait été construite spécifiquement pour le détrôner. Et au moment où cette réponse est arrivée, l'aviation navale impériale japonaise, en tant que force stratégique, a cessé d'exister. Ce qui restait, c'étaient les hommes dans les cockpits, courageux, souvent exceptionnellement, pilotant un appareil qui avait été dépassé par la guerre qu'on lui demandait de mener. La plupart d'entre eux ne survécurent pas à cette découverte. Si vous visitez le National Naval Aviation Museum à Pensacola, en Floride, aujourd'hui, vous pouvez vous tenir devant un F-6F Hellcat restauré. Aux yeux modernes, il reste un avion laid. Trapu, large, brutal. Rien en lui ne suggère la grâce. Mais c'est l'avion qui a brisé le zéro. Et c'est l'avion qui a enseigné à une génération d'ingénieurs américains une leçon que l'US Navy n'a pas oubliée au cours des 80 ans qui ont suivi. Construisez pour le combat que vous aurez réellement. Lisez ce que l'ennemi vous dit. Acceptez les compromis exigés par la vraie guerre. Le chasseur qui gagne n'est pas le chasseur qui essaie le plus beau. C'est le chasseur qui a été conçu autour de la vérité de la guerre qui l'aura amené. La réponse à la question de ce titre n'est pas la réponse spectaculaire à laquelle la plupart des gens s'attendent. Les pilotes japonais n'ont pas été choqués parce que le Hellcat était secrètement un avion supérieur dans toutes les dimensions. Ils ont été choqués parce que la seule dimension dans laquelle ils se croyaient invincibles, la montée, avait été délibérément ciblée par des ingénieurs américains qui avaient analysé le zéro d'Akutan, compris ce qu'était réellement le chasseur japonais et construit un avion spécifiquement conçu pour leur retirer cette dimension. Le Hellcat n'a pas dépassé le zéro en montée par accident. Il a dépassé le zéro en montée parce que dépasser le zéro en montée était la spécification même de sa conception. C'est la partie de cette histoire que les récits populaires compriment en une seule phrase. Les pilotes japonais ont été choqués. Ils avaient toutes les raisons de l'être. Le monde sur lequel ils régnaient depuis décembre 1941 avait pris fin le matin du 19 juin 1944. Et la plupart d'entre eux n'ont pas eu la chance d'assimiler ce qu'ils avaient vu avant que les projectiles de calibre -50 n'arrivent. L'avion qui n'était pas censé pouvoir monter avec eux les avait dépassés en montée. La guerre qu'ils pensaient comprendre était devenue une guerre différente. Et les hommes qui avaient construit la réponse se trouvaient à ce moment-là à 13 000 km de là, à Bethpage, Long Island, concevant déjà ce qui viendrait après le Hellcat. Parce que c'est ce que fait le camp qui gagne. Il ne s'arrête pas à la réponse au problème d'aujourd'hui. Il commence, immédiatement, à travailler sur la réponse à celui de demain. Aimez, partagez, abonnez-vous. Si cet examen technique du Hellcat a changé votre vision de la guerre aérienne au-dessus du Pacifique, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide cette histoire à atteindre les personnes qui ont à cœur de comprendre les choses correctement. Les personnes qui comprennent que les guerres ne sont pas gagnées par les plus beaux avions, mais par l'ingénierie la plus honnête, dans les conditions les plus impitoyables. Abonnez-vous si vous voulez le prochain chapitre,
car l'histoire de l'aviation navale américaine dans le Pacifique ne s'arrête pas à la mer des Philippines. Elle se termine au-dessus de la baie de Tokyo et les décisions qui l'y ont mené sont encore plus instructives que ce qui s'est passé avec le Hellcat. Et rappelez-vous, les pilotes japonais qui ont été abattus au-dessus des Mariannes n'ont pas été vaincus par une bravoure supérieure, ou des tactiques supérieures, ou même un nombre supérieur dans le cockpit. Ils ont été vaincus par un avion qui avait été conçu autour de la pure vérité de ce qu'ils étaient et de ce que leurs chasseurs pouvaient et ne pouvaient pas faire. Ce n'est pas une leçon de juin 1944. C'est une leçon qui n'expire pas. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez depuis quel endroit du monde vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Maintenant, cliquez sur cette prochaine vidéo.